Bonsoir à tous, merci d'être venus déjà. Donc la soirée de ce soir va être consacrée aux rétrospectives, donc comment mettre en place de l'amélioration continue dans un projet agile et surtout comment faire en sorte que ça perdure, comment faire en sorte d'éviter l'essoufflement et de booster un petit peu nos rétrospectives. Alors on va commencer par se présenter. Donc je m'appelle Sébastien, donc je travaille à SOAT Agile, je suis coach agile, formateur. Et je suis secrétaire du French Kanban User Group, donc il y a un groupement d'intérêt autour de la méthodologie Kanban. On organise des soirées sur le sujet assez régulièrement, à peu près une par mois. Mon camarade de jeu. Et donc moi c'est Pascal, donc moi je suis coach et formateur chez SOAT également, et moi j'interviens en tant que membre bienfaiteur du French Scrum User Group qui a organisé le Scrum Day il n'y a pas longtemps, vous m'avez peut-être vu avec les oreilles de Tigrou. Voilà, c'était... Et ça manque ce soir. Ça manque. Je dirai pas ce soir. Alors, donc, comme l'a dit Sébastien, le but aujourd'hui, c'est de parler un petit peu des rétrospectives et d'essayer de voir comment on peut les booster et de ne pas rentrer dans une habitude. Alors, si on revient d'abord à la base un petit peu du manifeste agile, on a le 12e principe du manifeste agile qui dit clairement qu'il faut qu'à intervalles réguliers, l'équipe réfléchisse aux moyens de devenir plus efficace, puis accorde et ajuste son process de travail en conséquence. Donc, on est vraiment sur les fondements au niveau du manifeste agile de ce processus d'amélioration du processus de travail régulier. Donc, si on se projette sur Scrum, donc là on va avoir le cycle Scrum standard avec le sprint planning, les réunions quotidiennes, les DSM tous les jours et ensuite les démonstrations. Et on va avoir la rétrospective qui va se faire en fin d'itération à chaque fois. Alors, les rétrospectives, il va y avoir plusieurs manières de les faire. Là, on a remis un petit peu les exemples standards. Donc, on va avoir le Mat-Sat-Glad, le Samolo et le Keep Drop Start, qui sont des exercices un petit peu similaires. Donc, je vais en présenter qu'un là tout de suite, ça va être le Keep Drop Start. Le Keep Drop Start, donc l'intérêt de cet exercice, donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est de faire travailler chaque personne individuellement sur la recherche d'éléments qui sont à garder, qu'on a bien aimé lors du sprint, qui se sont bien passés. Donc là, ça va être la colonne Keep. Des éléments qui se sont mal passés ou qu'on voudrait ne plus faire. Donc là, ça va être ce qui va contenir la colonne Drop. Et les éléments qu'on aimerait bien commencer à faire ou qui ont semblé manquer. Donc là, ça va plutôt être la colonne Start. Donc chaque personne va travailler dessus individuellement et va être invitée dans une deuxième phase à les présenter, les expliquer à tout le monde. Une fois cette phase réalisée, tout le monde aura présenté ces différents post-it. On va passer dans une autre phase qui est de priorisation des différents éléments. Donc là, on va se dire, tiens, quel élément le plus important et pour rester réaliste, on ne pourra pas tout faire. Et il y a peut-être des éléments d'ailleurs qu'on ne pourra pas faire qui ne sont pas du ressort de l'équipe. Donc là, il va être important de recadrer sur les actions qui sont atteignables par l'équipe, de son ressort, et se limiter à un nombre raisonnable d'actions. Donc là, on pourra par exemple faire des votes, c'est-à-dire finalement, quelles sont les actions qu'on va pouvoir mettre en place. Alors c'est très bien, mais si on fait toujours des Keep Drop Start dans notre équipe, à force, on va avoir le sentiment de tourner en rond. Ce sont toujours les mêmes problèmes qui vont remonter sur la table, et ceux qui vont revenir régulièrement, c'est tout simplement les problèmes sur lesquels on n'a aucun moyen d'action, qui sont un peu hors du scope de l'équipe. On peut aussi arriver à avoir des équipes qui s'endorment un petit peu sur leur laurier et qui ont l'impression d'être devenus les rois du monde et de ne plus vraiment avoir de possibilité de s'améliorer. Et au final, on risque de se retrouver avec une équipe qui identifie comme seul axe d'amélioration de supprimer les rétrospectives, ce qui n'est pas forcément le but de la manœuvre. En effet, rappelons-le, le but de la rétrospective, c'est d'améliorer le processus de manière régulière. Donc ce n'est pas un mouvement qui doit s'arrêter dans le temps, c'est un mouvement qui doit perdurer et qui doit intervenir de manière ponctuelle et régulière et collaborative. Alors on va faire un petit focus sur ce côté collaboratif. Collaborativement, alors pour deux raisons. Pourquoi on fait ça en groupe? Pourquoi on réfléchit ensemble? Alors il y a le premier élément, c'est ce qu'on appelle de manière un petit peu pompeuse l'intelligence collective. L'idée derrière l'intelligence collective, elle est toute bête, elle est juste de se dire qu'en réfléchissant ensemble aux problèmes, on va forcément trouver des meilleures solutions qu'en y réfléchissant chacun dans son coin. Ça semble un petit peu bateau, néanmoins c'est important de le rappeler et surtout de le mettre en œuvre. Et le deuxième élément qui est extrêmement important dans ce côté collaboratif, c'est qu'on va beaucoup plus facilement faire émerger l'approbation. D'accord ?
Si vous êtes une équipe de développement et que c'est un consultant externe qui vient vous dire « Bon les gars, pour vous améliorer, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça », il y a de très fortes chances que vous ne vous sentiez pas forcément impliqué. Si les axes d'amélioration, ils ont été définis, ils ont été choisis par vous, quand je dis vous, je parle collectivement en tant qu'équipe, il y a beaucoup plus de chances pour qu'ils soient mis en place et pour surtout qu'ils perdurent sur la durée. D'accord? Donc, déjà, premier point en termes d'amélioration continue, on va miser sur le collectif. On va faire ça en groupe, ensemble, et on va le faire de manière régulière. Alors, autre point important sur l'amélioration continue, on ne va pas s'améliorer comme ça un petit peu au hasard. L'amélioration continue, ça nécessite une stratégie, ça nécessite une structure. Donc il y a pas mal de gens qui ont réfléchi sur ce domaine. Dans les années 50-60, donc le professeur Deming a beaucoup travaillé sur le sujet et il a mis en place ce qu'on appelle le PDCA, Plan, Do, Check, Act, qui est aussi connu sous le nom de route Deming. L'idée, c'est d'avoir vraiment une manière scientifique de penser l'amélioration. Une amélioration, ça se fait tout d'abord en définissant un plan d'action. Et un plan d'action, c'est pas juste « tiens, je vais tenter ça ». Un plan d'action, c'est effectivement une ou des actions à mener, un objectif attendu, et un objectif attendu mesurable. Et qui plus est, les éléments pour pouvoir le mesurer. Un exemple très bête, pour éviter de vous perdre dans de la théorie, je travaille sur un site internet, je veux améliorer le temps d'affichage de mes pages. Une action, dans le contexte PDCA, ce n'est pas « je veux que mes pages s'affichent plus vite ». Plus vite, ça ne veut rien dire. C'est sous telle et telle contrainte donnée, là où actuellement ma page s'affiche en plus de 3 secondes, je veux, suite à la mise en place de tel et tel composant, faire descendre mon affichage en dessous des 2 secondes. Ça, c'est bon, je sais le mesurer. Je suis capable de dire si oui ou non mon objectif est atteint. D'accord? Donc on va mettre en place un plan d'action avec des objectifs. On va se donner aussi un délai. Et là, c'est le do. Donc je fais l'action que je me suis donnée. On l'exécute. Le check, je vais vérifier, ok, le délai est atteint. Est-ce que j'ai atteint un résultat ou pas? Je mesure et je compare au résultat attendu. Et le act, c'est je fais, je capitalise sur ce que j'ai pu checker. Est-ce que ce que j'ai mis en place, ça m'a permis d'atteindre mes objectifs? Oui. Très bien. Alors mes nouveaux composants vont devenir mes nouveaux standards de développement. Non. Alors pourquoi? Est-ce que j'avais pas assez de temps? Est-ce que ce que j'ai choisi comme axe d'amélioration n'était pas bon? Ok. Et puis on repart dans une nouvelle planification. Donc, dès les années 50-60, dans le monde de l'industrie, on avait vraiment théorisé ces manières de s'améliorer. On les faisait de manière scientifique, mesurée, statistique, et on était bien dans cette idée de cycle. L'amélioration continue, ça ne se fait pas une fois, c'est quelque chose, comme son nom l'indique, en continu, de manière régulière, de manière itérative. Ça tombe bien, en agilité, l'itératif, on aime plutôt ça. Un autre point aussi, c'est de se dire qu'on peut toujours améliorer notre processus. Et ça, c'est très important de le garder en tête. Notre process n'est jamais optimal. Il y a toujours moyen de faire mieux. D'une manière ou d'une autre, il y a toujours moyen de faire mieux. Et même si jamais, par le plus grand des hasards, on avait réussi à trouver le process ultime, eh bien, autour de nous, le monde change, le contexte évolue, les équipes avec lesquelles on interagit vont évoluer. Et donc, notre super process qui était totalement ultime il y a 2 jours, eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, il ne l'est plus autant que ça, parce que le contexte extérieur a changé. Un exemple très bête que vous avez tous rencontré dans vos projets, avant la première mise en prod et après la première mise en prod. Le process que vous avez mis et qui marchait très très bien tant qu'on n'avait pas mis en production, il avait beau être le plus optimal possible, dès qu'il y aura la première mise en prod qui sera arrivée et qu'il faudra gérer éventuellement des incidents de prod en urgence, votre process, il faudra le revoir, il faudra l'adapter. D'accord? Et des événements comme ça extérieurs, il y en a plein dans des projets qui vont vous forcer de toute manière à vous améliorer, à changer votre fusil d'épaule. Donc ça, c'est vraiment très important de le garder en tête. Il faut s'améliorer en continu et le contexte extérieur va nous forcer à nous améliorer en continu. Donc l'amélioration, c'est important. Vive l'enfonçage de porte ouverte. Alors, maintenant, on va se poser la question, comment faire pour être efficace? On a vu que c'était vraiment important de continuer cette amélioration. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on attend. Donc, il faut d'abord qu'on se dise, voilà, quels sont les buts qu'on veut atteindre, pourquoi on fait cette amélioration. Et donc là, on va cibler plusieurs types de rétrospectives. Donc ça, c'est une classification qu'on a fait nous-mêmes. Elle n'est pas dans aucun livre. Mais nous, il nous semblait important de différencier ces 4 typologies, sur lesquelles on va revenir plus en détail. Mais pour les présenter brièvement,
On va avoir les rétrospectives plus exploratoires, sur lesquelles on vient sans idée préconçue. On va essayer de rechercher des choses qui sont bien passées, des choses qui ne sont pas bien passées, comment trouver des nouvelles actions. On va avoir des rétrospectives qui sont plus ciblées, pour lesquelles on va arriver déjà avec une idée des problèmes qu'on veut résoudre, des problématiques sur lesquelles on veut travailler. On va avoir des rétrospectives avec des invités. Donc là, ça va être une typologie particulière de rétrospective, puisqu'on va avoir d'autres personnes en dehors de l'équipe qui vont venir avec nous. On verra un peu plus en détail pourquoi. Et on va en voir une quatrième typologie, qui sont les rétrospectives qu'on appelait anticipatoires. Donc là, on notait l'oxymore, qui vont en fait permettre de se projeter dans le futur et de se dire, voilà, on n'a pas encore eu de problème, mais si nous étions déjà dans cette situation-là, quels sont les problèmes qu'on pourrait avoir? Donc c'est dans l'idée de mettre un plan d'action avant que les problèmes n'arrivent. Si on va plus dans le détail, donc les rétrospectives exploratoires, c'est les plus classiques, c'est celles qu'on va faire régulièrement. On va avoir des exemples classiques, le keep drop start que nous avons déjà vu. Un autre exemple, le speedboat. Le speedboat, on va se faire un petit dessin et on va représenter notre projet sous la forme d'un bateau. C'est ce que vous voyez ici. Ce bateau, il va avoir un but. Il va avoir une île qu'il va essayer d'atteindre. Donc là, c'est le but du projet. Et puis, derrière, il va y avoir plusieurs choses, des éléments qui peuvent le ralentir, qu'on pourrait matérialiser sous forme d'encre. Il va y avoir également du vent qui va le pousser, donc des choses qui aident le bateau à avancer. Et puis, on peut très bien laisser le dessin ouvert pour que toute l'équipe puisse exprimer. Dire par exemple, le soleil, qu'est-ce qui fait briller au-dessus du projet? Ça peut être des objectifs marketing, par exemple. On peut avoir des requins qui sont rajoutés, qui sont des risques au projet. Voilà, on peut laisser aussi les gens s'exprimer là-dessus pour donner des idées sur vraiment les choses exploratoires, des choses qu'on n'aurait pas forcément vues et sur lesquelles on peut mettre en place des plans d'action par la suite. D'autres formats qui sont peut-être un peu moins courants. On a un format qui était mis en avant, qui est le jeu Jeopardy. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là. Le principe du jeu, c'est de partir d'une réponse et d'aller essayer de trouver la question qui y correspond. Donc là, le principe va être très simple. On va demander aux gens de noter sur un petit post-it une question et d'y noter la réponse. Ensuite, on va poser toutes les réponses et on va poser la question à l'équipe. Pour cette réponse-là, quelle était la question associée? Donc ça permet de faire un partage de ressenti global et on va avoir des confrontations entre une réponse spécifique et des questions différentes. Par exemple, qu'est-ce qui s'est mal passé à la fin du sprint? On pourra dire le livrable, on pourra dire les tests, on pourra dire plein de choses qui vont être la réponse. Donc, si on dit par exemple le livrable en prod, voilà, quelle est la question qui va être associée à ça? Donc, ça permet de réfléchir à l'inverse et de faire émerger pour tout le monde qu'est-ce que veut dire cet élément-là précis. Un autre exemple aussi assez peu courant, l'exemple du génie. Donc là, je vous invite à lire, j'ai fait un petit article de blog là-dessus. C'est pas une rétro qu'on fait très souvent. Là, l'idée, c'est vraiment, on est dans le pur exploratoire. Le principe est de dire à tous les membres de l'équipe qu'ils ont une petite lampe magique d'Aladin qui leur permet d'invoquer un génie. Et quels seraient leurs souhaits? Donc on peut limiter, on peut dire 3 souhaits qui, si il était exaucé, amélioreraient la vie du projet. Donc là, l'idée, c'est vraiment de s'abstraire complètement de toutes les contraintes en se disant c'est impossible, on n'y arrivera jamais, etc. Faire toutes les demandes les plus farfelues possibles en laissant toute la créativité s'exprimer. Et dans un deuxième temps, revenir poser les contraintes du réel. C'est-à-dire, est-ce que cette action peut vraiment la faire? Là, peut-être pas. Ce souhait-là, il faudra vraiment un génie qui sorte de sa boîte. Mais comment peut-on s'en rapprocher? Quelles sont les actions qui nous permettent de nous rapprocher de cette action idéale qui permettrait de résoudre le problème qu'on a actuellement? Donc là, vraiment, on va essayer de favoriser la créativité de tout le monde et d'explorer tous les possibles sans aucune contrainte. Alors, donc ça c'est très bien, ce sont les rétrospectives exploratoires. Donc on arrive en réunion de rétrospective sans idée préconçue et on va réfléchir ensemble au sujet qui intéresse le plus l'équipe, donc par exemple une de ces techniques. Maintenant, il arrive que des fois on n'ait pas vraiment besoin de se poser la question. On a déjà un problème existant, un problème réel, reconnu par tout le monde, et le but du jeu, ça va être d'essayer de résoudre ce problème spécifique. Donc on va pouvoir faire des rétrospectives vraiment ciblées sur une problématique connue. Alors là, c'est très bien parce qu'on a tout un tas d'outils à notre disposition qui ont été réfléchis bien avant l'agilité et totalement hors de l'agilité. C'est tout ce qu'on va appeler en anglais le problem solving, donc toutes les techniques de résolution de problèmes. Et on peut allègrement aller piocher dedans pour nous aider à résoudre nos problèmes.
Alors, deux exemples de techniques, mais là aussi je vais faire comme Pascal, je vais faire un petit peu ma pub. Si vous voulez en voir d'autres, il y a un article sur le blog SWAT que j'ai écrit qui détaille 5 ou 6... arrête de rigoler toi derrière. Donc qui détaille 5 ou 6 techniques de résolution de problèmes. Là, je vais vous en présenter deux. Il y a la technique des 6 chapeaux. La technique des 6 chapeaux, elle part du postulat que quand on est autour d'une table en train de parler d'un problème, si moi je suis en train de vous parler de mon ressenti, de comment ça m'a pourri la vie, que j'ai été obligé de faire une nuit blanche dessus, etc., que Pascal à côté va juste me parler statistiques, va me donner des chiffres, et que quelqu'un d'autre dans la pièce va être en train d'être déjà dans la résolution du problème, on ne va pas se comprendre, parce qu'on ne parle pas de la même chose. La technique des 6 chapeaux, c'est de se dire que, basiquement, quand on résout un problème, on a 6 états d'esprit différents. On va parler du ressenti, on va parler des faits, on va parler de ce qui est positif, on va parler de ce qui est négatif, on va parler de la résolution du problème, et on va avoir une vision un peu méta, qui va être la vision d'analyse de notre processus de résolution. C'est-à-dire, oui, mais là, les gars, vous parlez tous en même temps, c'est pas efficace, etc. Bon. Et là, l'idée, ça va être de se contraindre. Donc, à chaque état d'esprit, on va associer une couleur. Et l'idée, c'est, alors métaphoriquement, sauf si vous avez une collection de chapeaux, tout le monde va mettre un chapeau d'une couleur donnée à un moment. Ok, là, on va tous parler du ressenti. Et on a 5 minutes, on va tous parler du ressenti. Ok, maintenant que ça s'est posé, stop, on retire le chapeau rouge, on va passer au chapeau vert, et on va tous parler maintenant projection, résolution de problème, etc., etc. Donc c'est une technique d'animation de réunion qui va permettre de s'assurer que tout le monde parle bien de la même chose, que tout le monde est bien sur le même registre en même temps. Donc c'est plutôt très efficace, en tout cas ça permet d'éviter de s'éparpiller. Et donc ça nécessite, on va se timeboxer et on va vraiment passer d'un registre à l'autre. L'animateur va faire passer d'un registre à l'autre et ça va être à lui de jongler, vu comment il va sentir l'auditoire, pour se dire ok, à quel moment je dois passer sur tel ou tel autre registre. Une technique des 6 chapeaux, très efficace. La technique des 5 pourquoi, quant à elle, c'est une technique qui va consister à chercher la cause racine. Quand on a un problème, il faut essayer de, non pas juste de contrer ses effets, parce que si on ne s'attaque pas à quel est réellement notre problème, les mêmes effets vont apparaître plus tard. D'accord ? Exemple très bête, il y a de l'eau qui tombe du plafond. Premier élément, je peux juste mettre une bassine en dessous. Ok, très bien, mais l'eau continue à tomber du plafond. Donc deuxième élément, je peux mettre une rustine. Ok, donc je remonte un cran au-dessus. Oui, mais l'eau, elle vient bien de quelque part. Donc je vais pouvoir chercher et remonter à la source de mon problème, qui va peut-être être une canalisation 3 étages plus haut qui a été percée. D'accord ? Donc l'idée, c'est vraiment pas juste de regarder les conséquences du problème, mais à chaque fois de dire, ok, mais pourquoi on en est là ? Très bien, mais alors pourquoi on a atteint cet état-là ? Et on va essayer de remonter. Alors les 5 pourquoi, parce que, bon, en théorie, au bout de 5 itérations, de 5 fois qu'on s'est posé la question, on a, la plupart du temps, réussi à retrouver notre cause racine. Voilà. Donc là, encore une fois, c'est vraiment, on est dans un cadre où on a un problème qui empoisonne la vie de toute l'équipe. Ce problème est bien identifié. On n'a pas besoin d'explorer pour l'identifier. On va tous se mettre d'accord pour essayer de le résoudre. Et donc, on va chercher des techniques pour essayer de le résoudre. Alors après, je peux vous donner 2-3 autres noms. On va pouvoir faire du bed brainstorming, mais dans les règles de l'art, utiliser les diagrammes d'Ishikawa, utiliser les règles de Pareto, etc., etc. Enfin, encore une fois, sur la résolution de problèmes, vous avez toute une littérature qui existe et qui va vraiment, enfin, dans laquelle vous pouvez vraiment puiser pour trouver des techniques d'animation très efficaces et qui ont eu le temps de faire leurs preuves. Alors l'autre typologie qu'on va avoir, c'est quand on invite des gens, donc avec des invités. Là, on va se rendre compte qu'on peut faire tout type de rétrospective avec, donc les types qu'on avait évoqués avant. On peut faire des rétrospectives ciblées avec des personnes, on peut faire des rétrospectives exploratoires avec des personnes, et on pourra faire des rétrospectives anticipatoires avec aussi des invités. Alors la première question, c'est pourquoi est-ce qu'on veut des invités ? Premier élément, c'est apporter un œil externe. On peut avoir des gens qui arrivent, qui disent, mais là, il y a des problématiques que vous posez que je ne comprends pas, ou alors est-ce que vous vous êtes posé cette question ou cette question ? D'un point de vue externe, il y a peut-être des questions qu'on se pose uniquement au sein de l'équipe, qu'on ne se poserait pas par une autre personne. Donc déjà, on va apporter cet œil externe. Ensuite, on va pouvoir profiter d'expériences. Les problèmes qu'on rencontre, probablement d'autres équipes ou d'autres personnes les ont déjà eus. Ils ont peut-être apporté déjà des solutions, qui vont peut-être arriver en nous disant, nous, on a essayé ça, et dans notre contexte, ça a fonctionné. Ça ne veut pas dire que ça a fonctionné pour nous, mais déjà, on va avoir de l'enrichissement. Les gens vont venir nous apporter des solutions qu'ils ont déjà eues. Pourquoi réinventer la roue quand on a déjà des choses qui fonctionnent chez d'autres ? On peut les essayer.
Et le troisième point, c'est se focaliser sur une interaction précise. Là, on va vouloir se concentrer sur une relation avec certaines personnes. Donc là, on va pouvoir inviter ces personnes-là. Attention, en revanche, on n'est pas là pour rentrer dans le conflit. Donc, ce qui est important, c'est de préparer ces réunions avec des invités. On n'est pas là pour rentrer dedans. On peut tout à fait, par exemple, faire une rétrospective ciblée sur un problème qu'on a, par exemple, avec une équipe. Imaginons l'équipe de production, par exemple. Sortir tous les problèmes que peut avoir l'équipe. Donc là, tout le monde va pouvoir se lâcher complètement. Arriver avec un premier plan d'action et faire ensuite une rétrospective avec invités. On va inviter des représentants de l'équipe de production et pouvoir présenter sereinement et de façon assez neutre les problématiques qu'il y a d'entente, proposer le plan d'action qui a été vécu avec l'équipe et l'enrichir avec la vision de l'autre équipe, des personnes qui sont là, qui eux voient l'autre côté de l'interaction. Donc ça, c'est effectivement très important. Ensuite, qui peut-on inviter? Là, on se dit très bien, on peut faire ça tout le temps, mais qui on peut inviter? Premièrement, c'est le product owner. Donc là, ça va dépendre un peu de chacun. Le product owner n'est pas forcément un invité récurrent de toutes les rétrospectives. Dans certaines équipes, le contexte peut être un peu tendu et des gens ne s'expriment pas quand on a le product owner dans la rétrospective. Donc ça peut être intéressant de le faire venir de temps en temps pour qu'on ait différents niveaux d'expression. Et quand il est là, on se concentre plus sur le rôle du product owner et son interaction avec l'équipe. On va avoir des choses qui vont peut-être être plus neutres quand le product owner n'est pas là, et puis se dire après, tiens, ça c'est peut-être des choses qu'on peut remonter au product owner, qui sont de son ressort, qu'on trouve qu'il ne fait pas bien. À ce moment-là, on va aller le solliciter, lui dire attention, là on a telle problématique. Peut-être qu'on fera ressortir à ce moment-là, lui nous dira je ne fais pas ces éléments parce que je n'ai pas tel ou tel élément en entrant. Donc là, voilà, on va pouvoir travailler avec lui sur comment faciliter son rôle avec l'équipe. Pareillement, on peut faire avec l'équipe de production, ce que je vous disais juste avant, pour voir comment on intègre la suite de l'équipe de développement quand on livre un produit fini, quand on arrive en fin de sprint, comment ils le récupèrent, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir des informations avant, après, comment on gère les anomalies, tout ce genre d'éléments qui peuvent potentiellement se passer bien ou mal. On peut très bien se dire d'ailleurs avec l'invité que tout se passe bien, c'est avec plaisir aussi de se poser régulièrement la question, de se dire voilà, on fonctionne bien ensemble et continuons comme ça. De la même façon, on pourra avoir des testeurs, si on a des équipes de tests qui sont externes, on peut faire avec plein d'équipes. Également, on peut solliciter un animateur externe. Donc là, quand il y a des débats qui sont peut-être un peu chargés émotionnellement, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est extérieur à l'équipe et qui va juste jouer le rôle d'animateur et de facilitateur. Donc là, il pourra arriver avec des techniques différentes. Là, ça va donner un petit peu de frais aussi à l'équipe. On voit d'autres personnes avec peut-être d'autres techniques d'animation qui vont permettre de sortir des nouvelles choses de l'équipe. Voilà, on va pouvoir comme ça renouveler un petit peu l'animation qu'on va avoir sur les rétrospectives. Et la quatrième possibilité dans nos typologies, c'est l'anticipatoire. Anticiper les problèmes pour éviter qu'ils n'arrivent. D'accord ? Donc, question un peu, la rétrospective telle qu'elle est pensée de base, c'est analyser le passé pour améliorer l'avenir. Là, l'idée, c'est essayons d'anticiper l'avenir pour améliorer l'avenir. Okay ? Alors, on va se baser sur, entre autres, les travaux d'un monsieur qui s'appelle Luc Oman, qui a sorti un livre qui s'appelle Innovation Games, qui est un ensemble de techniques d'animation de réunion qui ont pour but, justement, de se projeter dans l'avenir et de susciter la créativité. Alors, le premier, on pourrait faire un speedboat, par exemple. Le speedboat, on l'a dit tout à l'heure, on peut s'en servir pour dire, alors voilà où est notre projet, voilà où on en est actuellement. Mais on peut aussi très bien se dire, donc notre projet actuel, notre cible future, c'est ça. On doit faire une mise en prod pour le 15 septembre. Ok, alors, qu'est-ce qui risque de nous retenir pour cette mise en prod? Sur quoi on peut capitaliser sur notre mise en prod? On n'est pas en train de regarder quels sont les problèmes qu'on a eus, on est en train de se poser la question, qu'est-ce qui risque de nous arriver de mal? D'accord? Et puis après, donc les différents risques, on va pouvoir les jauger. Est-ce que ce sont des risques peu ou très probables? Est-ce que ce sont des risques peu ou très impactants? Et essayer de mettre en place un plan d'action qui va nous permettre d'éviter que ces risques arrivent ou au moins de les absorber à moindre coût. D'accord? Donc l'idée derrière le speedboat. Alors attention, si vous pratiquez un speedboat dans votre équipe, que l'objectif soit bien clair, que les gens comprennent bien si on est en train d'analyser ce qui s'est passé ou si on est en train d'essayer de deviner ce qui risque de nous arriver. Parce que si la moitié de l'équipe pense l'un et l'autre moitié pense l'autre, on va avoir des résultats assez chaotiques et pas du tout exploitables. Les gens ne vont pas se comprendre. D'accord ? Donc cadrez bien au départ votre
pardon, cadrez bien au départ l'objectif de votre rétrospective. Un des autres jeux que va nous proposer Lucoman, c'est le Remember the Future. Remember the Future, c'est très simple. Donc là aussi, on a un objectif. Donc reprenons, mise en prod, le 15 septembre. On va y réfléchir. Donc aujourd'hui, je vais faire une rétrospective et on va imaginer qu'on est le 16 septembre et que notre mise en production a été un succès. Bien. Donc on va remonter dans le temps. Donc qu'est-ce qui s'est passé le 15 septembre pour que ce soit un succès? Ok. Et pour que ces éléments aient eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé le 14 septembre pour que ça ait eu lieu? Et on va remonter comme ça. Donc le 14 septembre, on a tout déposé sur tel répertoire, on a prévenu, on a fait le PV de mise en prod, on a vérifié ça. Ok, donc pour que ça ait lieu, le 13, il a fallu que on rédige le PV, et on va remonter. Éventuellement, on va faire des embranchements par thématique. Ok, donc ça concerne toute la partie mise en production, ça concerne toutes les relations avec le marketing, parce que cette mise en prod, il a fallu en parler, il a fallu, etc. Et donc, on va remonter dans le temps par thématique pour en revenir jusqu'à aujourd'hui. Donc l'idée derrière cette technique, c'est tout simplement, après, hop, on remet tout ça à l'endroit et on a un planning d'action et on voit toutes les actions qu'on va devoir faire pour atteindre notre objectif. D'accord? Alors, aussi, autre cas, c'est des fois on va juste se rendre compte que en fait, on n'y arrivera jamais parce qu'on est déjà en retard pour tenir tel objectif ou on a déjà loupé tel ou tel step. Et donc ça nous permet encore une fois d'anticiper. Ok, donc voilà, ça, donc, 2 exemples, encore une fois, dans les travaux de Lucoman, vous pourrez retrouver d'autres choses. On va voir un élément que moi j'aime beaucoup, c'est la notion de product box qui va permettre de travailler sur la vision de l'équipe aussi. Ça c'est assez sympa sur des équipes type support, TMA. Donc voilà, je vous laisserai chercher. Il y a vraiment beaucoup de choses sur le sujet sur Internet. Voilà, donc pour anticiper. Alors, on va arriver maintenant sur quelques petits conseils d'animation. Le premier, c'est de timeboxer. Ça va être important sur ce type de réunion où on peut vraiment dire beaucoup de choses, avoir beaucoup d'idées. Ça va être très très important de se limiter dans le temps. Pour pas que ça devienne une réunion qui soit lourde et qui prenne de l'énergie à tout le monde, on va se limiter dans le temps et on va comme ça pouvoir se dire, là on fait cette façon-là de très court, on fait 5 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Voilà, on tient ces créneaux de temps de façon stricte. Derrière, on va peut-être avoir quelques frustrations par des personnes qui vont dire « Ah, mais moi, je voulais parler de tel ou tel élément ». Et c'est là où c'est important de redire que les rétrospectives, c'est régulier. Régulièrement, on va se poser des questions. Ce qui n'est pas dit à une rétrospective sera dit à la suivante. On peut garder ces problématiques-là. Ce qui est important, c'est de se dire également, on va voter pour les éléments qui nous semblent les plus importants. Donc, commençons d'abord par une priorité. On fera la priorité suivante après. C'est important de garder l'efficacité. On ne passe pas des heures et des heures à se poser toutes les questions du monde. On se limite dans le temps. Un deuxième point important, c'est de toujours insister pour avoir des retours neutres et dépassionner les débats. Il ne faut pas que ça arrive à se battre entre tous les collaborateurs. L'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, on fait du factuel, on essaie de s'améliorer tous ensemble. Il va falloir cadrer les débats et les recadrer quand ça dérape. Donc, ça nous permet d'éviter les polémiques. Donc, on ne part pas en sujet stérile. On va éviter les règlements de compte. Les attaques personnelles, c'est pas très généralement, c'est pas les problèmes c'est pas les personnes qui sont à la base du problème, c'est plutôt le process. C'est leur action dans le process, les tâches qu'on leur donne. Donc là, il va falloir se poser la question, comment ça se fait que ces personnes-là n'ont pas pu apporter ce qu'on attendait d'elles? Donc là, on va pouvoir se reposer ce débat de façon dépassionnée et pas personnelle. On n'attaque pas les gens, on attaque plutôt la façon de travailler. Et tout le monde est positif. On est tous dans un esprit positif, on essaye de s'améliorer. On ne dit pas qu'on ne peut rien faire ou que tout est nul. On se projette toujours vers quelque chose de positif. On a tous envie de bien faire. Comment nous organisons-nous pour faire bien? Alors, d'autres petits conseils. Et effectivement, ce n'est pas toujours facile de rester positif en rétrospective parce qu'en rétrospective, le but du jeu, c'est de résoudre des problèmes. Donc, on va parler de problèmes, on va parler des choses qui se passent mal. Et ça peut être un petit peu plombant, surtout quand ce sont des gros problèmes, qu'on a du mal à les mettre, à mettre en œuvre nos actions d'amélioration, qu'il y a des freins dans l'entreprise, dans la structure où on est, etc. Donc pour réussir à garder une bonne dynamique, c'est important de parler aussi de ce qui se passe bien. Notre équipe n'a pas que des problèmes, notre équipe a aussi des succès. Alors rappelez-vous tout à l'heure, Pascal vous présentait le Keep, Drop, Start. On va parler des choses qui sont bien passées, mal placées et des idées d'amélioration. Et puis on va focuser sur les points qui intéressent beaucoup les gens. Et généralement, personne ne va choisir de parler d'équipe.
Néanmoins, on va quand même les mentionner, parce que c'est important de parler des choses qui se passent bien. Donc il va falloir trouver des moyens, quelle que soit la technique d'animation que vous allez choisir, il va falloir trouver des petites piqûres de rappel. Il faut dire, hey, les gars, ok, là on est en train de parler des soucis, mais quand même, on fait du bon boulot, il y a quand même des trucs qui avancent. Et c'est important d'en parler, c'est important de se jeter des fleurs, par exemple. Okay, donc il va y avoir des techniques d'animation où on va dire, chaque personne va en remercier une autre. Voilà, juste pour débuter la réunion, histoire de mettre tout le monde dans un mode positif. On va pouvoir organiser des élections de user story. Voilà, quelles sont, chacun va dire la user story sur laquelle il a pris plaisir à travailler. Pourquoi? Rapidement. Juste un petit tour de table, juste pour commencer sur des bases positives. Okay, on peut faire aussi des votes de confiance. Alors, à cadrer, parce que vote de confiance, on va dire oui, alors confiance en quoi? Confiance en l'équipe, confiance dans le projet en général, confiance dans tel ou tel objectif. Ok, déjà, donc, cadrons. J'aimerais connaître votre ressenti, votre confiance au sein de l'équipe. Est-ce que vous êtes en confiance quand vous travaillez dans cette équipe? Et on fait des votes de confiance comme ça. C'est juste pour avoir un ressenti et pour essayer de sortir de « on ne parle que des problèmes ». Et à la fin, ce qui va être intéressant aussi, c'est de faire un ROTI, retour sur le temps investi. Alors, le ROTI, c'est un vote collégial qui se fait à doigt levé. D'accord? Donc, on compte 1, 2, 3 et tout le monde vote entre 0 et 5 doigts. 0, c'est j'ai vraiment totalement perdu mon temps et j'aurais mieux fait de ne pas venir à cette réunion. Jusqu'à 5, c'est cette réunion a été totalement positive et a totalement changé ma vision du travail. Voilà, donc on vote. Ça permet aussi d'avoir des ressentis, d'avoir des feedbacks un peu immédiats sur est-ce que ma rétrospective a été efficace ou pas, est-ce qu'elle a été bien ressentie par l'équipe ou pas. D'accord? Donc voilà, quelques petits points aussi pour essayer de positiver nos actions en rétrospective. Donc, on peut aussi également, pour lancer l'animation, faire des petits jeux d'introduction. Donc, ce qu'on appelle aussi les brise-glaces. C'est pour que tout le monde se mette dans l'ambiance et commence à participer. Souvent, on va avoir des rétrospectives où les gens hésitent à rentrer dans le jeu. On dira, on va faire un clip Dropstart tout de suite. Les gens ne sont pas du tout dedans. Et du coup, on n'a aucune idée qui émerge. Donc, pour ça, on peut faire un petit jeu d'introduction. Par exemple, on a le web humain. Le web humain, c'est surtout pour des équipes qui ne se connaissent pas trop, qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, ou alors dans le cas où on a des rétrospectives avec des invités. Parfois, les gens ne se connaissent pas bien entre eux. Donc là, le principe du web humain, c'est qu'on prend une pelote de laine et chaque personne va aller la donner à une autre en expliquant le lien de travail ou personnel éventuellement qu'elle a avec cette personne. Et chaque personne présente dans la réunion devra avoir un moment la pelote de laine. Donc là, l'idée, c'est vraiment de matérialiser les interactions et de visualiser que tout le monde travaille ensemble et qu'on a tous des relations, même si on ne le sait pas a priori. On peut faire également des petites énigmes. Donc là, c'est principalement poser des petites questions, qui soient sur le travail ou pas forcément sur le travail. Voilà, ça permet de rentrer un petit peu dans l'ambiance, dans la dynamique. On va avoir également l'exercice du check-in. Alors le check-in, c'est, on va poser la question à tous les intervenants, savoir quel est leur état d'esprit quand ils arrivent dans cette réunion. Ils arrivent en rétrospective, quel est leur état d'esprit. Ça peut être sous forme d'une note ou alors sous forme d'une météo. On peut dire là, aujourd'hui, je me sens en plein soleil, tout va bien, c'est super. Ou alors, je me sens complètement pluvieux, là, ça ne va pas du tout. Ça va permettre après à tout le monde de se recadrer un peu et de se dire « Ah là, il a dit beaucoup de choses, il a été assez direct sur les problématiques qu'il a eues, mais on sait qu'il arrive dans un état d'esprit où il n'était pas forcément de bonne humeur, où il a vraiment subi un petit peu le sprint. » Donc voilà, on peut comme ça pondérer un petit peu les propos des gens en sachant comment les gens arrivent dans la réunion. Ça permet aussi de se poser la question « Quel est véritablement mon état d'esprit ?» Et une fois que je le sais, je peux me concentrer sur la suite. Et on peut aller jusqu'à des marshmallow challenge. Donc là, le but du jeu est, avec une structure en spaghetti cru, avec des ficelles et du scotch, d'aller monter le plus haut possible un marshmallow. Donc là, on est vraiment dans l'aspect ludique, et en même temps, ça démontre aussi l'intérêt du travail par itération et du travail d'équipe. Voilà, c'est un petit jeu qui peut être sympa c'est assez rapide, et ça permet de mettre dans le bain un petit peu tout le monde. Une fois qu'on a participé à ça, on peut dire, bon, très bien, maintenant on peut se poser d'autres questions. Là, on est bien, on a travaillé ensemble, on a commencé à échanger. Voilà, continuons de façon plus cadrée sur la rétrospective. Dans le même style, on peut aller sur des jeux physiques avec des petits jeux de basket, des petits jeux de foot, juste pour rentrer dans la dynamique de groupe. On bouge un peu, on interagit ensemble, on collabore, et puis après on se dit « Ah, maintenant, on va arriver directement dans le vif du sujet de la rétrospective. » Ça évite les blancs du début. Et on peut aller même encore plus loin en faisant carrément des mini-formations ou des présentations. On va aller parler d'un sujet. Par exemple, si on arrive sur une rétrospective ciblée, on peut très bien dire « Voilà, on a un problème là-dessus. Est-ce que vous connaissez tel élément qui est lié à notre cible ?» Donc là, on pourra arriver avec une petite formation qui explique les tenants et les aboutissants ou le mode de fonctionnement de l'équipe d'en face que peut-être tout le monde ne partageait pas. Donc ça pourra être derrière la base de discussion.
On peut arriver aussi sur tous les jeux agiles qu'on connaît, l'Innovation Game dont tu parlais tout à l'heure, ou d'autres jeux qui permettent de démontrer des concepts. Par exemple, on pourra arriver sur des petits jeux qui vont présenter les principes des flux tirés, de Kahneman notamment, pour pouvoir dire, voilà, on vous présente des concepts de travail en mode agile. Est-ce que ça vous donne des idées sur comment on pourrait le mettre en place dans le cadre du projet? Voilà, c'est un moment intéressant pour pouvoir mettre ça au niveau de l'équipe de façon assez simple et ludique. Alors, d'autres conseils aussi. À la base, dans Scrum, on va dire que c'est le Scrum Master qui anime les rétrospectives. Dans un autre contexte, on se focalise beaucoup sur Scrum, il y a d'autres manières de travailler en Agile. Néanmoins, voilà, ça va souvent être le chef de projet, le responsable de l'équipe, qui va animer la rétrospective. Néanmoins, ce n'est pas du tout forcé. On peut faire en sorte que l'animation, ce soit un rôle tournant. Donc une personne de l'équipe différente à chaque fois. Là encore, hein, rappelez-vous tout à l'heure, on parlait d'appropriation de manière collaborative pour vraiment que les gens se sentent impliqués dans le process et appliquent les améliorations. Bah, là, on est totalement dans ce cadre-là. En faisant tourner le rôle, l'équipe devient propriétaire de sa rétrospective et l'équipe devient vraiment actrice de l'amélioration continue. C'est son amélioration continue et elle la gère. Elle est plus, on ne lui demande pas juste son avis, elle la met en place elle-même. Et on peut même demander à l'équipe de décider quelles sont les activités que l'on va faire en rétrospective. Donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure, on pourrait faire animer aussi par une personne extérieure. Donc, typiquement pour apporter un œil, mais aussi pour dépassionner le débat quand on est dans un contexte où c'est un petit peu tendu au sein de l'équipe. Ça arrive d'avoir des conflits, etc. Donc avoir une rétrospective qui est gérée par un œil externe, ça va permettre généralement de calmer le débat. Et puis on peut aussi co-animer à plusieurs. On peut avoir un timekeeper dans l'équipe, par exemple, déléguer la gestion du temps. Donc voilà, un keep drop start, c'est vraiment séquencé en plusieurs étapes qui doivent durer pas plus de 5 minutes, pas plus de 10 minutes, etc. On va avoir une personne qui va s'assurer que, oui, ok, on respecte bien le temps. Et que quand on arrive, on est en train de parler d'un problème, on s'est donné 10 minutes par problème, là ça fait 8 minutes qu'on en parle, qui rappelle qu'il faudrait peut-être conclure. On peut avoir un scribe aussi, donc la personne qui va prendre les notes, et éventuellement, alors pas un bête secrétaire de séance, mais il peut avoir un rôle beaucoup plus intéressant. Jouer le candide, vérifier qu'il a très bien compris les choses et que les actions qu'il note, c'est bien celles qu'il faut faire. Donc il reformule. Alors on est tous d'accord, vous avez dit que, et c'est bien ça qu'il faut faire. Et donc voilà, pour s'assurer que l'on sort avec une vision commune de notre rétrospective. Donc tous ces rôles-là qui normalement sont dédiés à un animateur et très souvent le Scrum Master, eh bien on peut les répartir sur l'ensemble de l'équipe et on peut les faire tourner. Donc l'idée étant que l'équipe devienne encore une fois vraiment propriétaire de son amélioration continue. Et donc on l'a dit aussi, hein, là on en parle depuis le début, l'idée ça va être en même temps que de varier les personnes, de varier les formats et de prendre l'habitude, de ne pas avoir d'habitude. En fait, et il faut l'apprendre tôt, cette bonne habitude. Si on est dans une équipe qui a déjà fait 10 ou 15 rétrospectives en Keep Drop Start, quand on arrive avec une autre technique d'animation, ils vont rester un petit peu sur leurs habitudes, ils vont rester un petit peu sclérosés, ils vont garder la même manière de penser, ils vont juste changer sur la forme mais pas sur le fond. Si on prend très rapidement l'habitude de changer de format, d'inviter des gens, de ne pas en inviter, etc., ben on va rester toujours sur ce bon état d'esprit, sur cette bonne lancée et continuer à innover. N'oublions pas aussi que la rétrospective, c'est un exercice de team building. Donc ça permet de resserrer les liens de l'équipe et de voir comment on s'améliore collaborativement. Donc tous ensemble, on va construire l'équipe et on va l'améliorer au fur et à mesure. Donc c'est vraiment un aspect aussi de la rétrospective à bien avoir en tête. C'est aussi le moment où l'équipe apprend à travailler ensemble et apprend à se connaître. Une équipe qui va se souder au fur et à mesure des rétrospectives en apprenant à travailler véritablement ensemble. Donc maintenant, il faut s'améliorer. On a vu tout ça. Et comment on va s'améliorer véritablement? Et là, ça va être par des actions concrètes. Donc, les actions concrètes, comment on va les mener? Par un plan d'action. Le plan d'action, il doit être réaliste. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'engager sur énormément d'actions qu'on n'arrivera jamais à faire. On va se limiter aux actions qu'on
pense pouvoir vraiment atteindre dans le cadre d'une itération, par exemple en Scrum. Il faut qu'elle soit atteignable. Donc c'est quelque chose qu'on est capable de faire. L'équipe a les moyens de le faire. On va avoir des actions qui sont également priorisées. Donc, pouvoir voter pour dire quelles sont les actions qu'on peut faire ou non. On a également des actions qui vont être plus prioritaires que d'autres. On va essayer de se concentrer d'abord sur celles qui apportent le plus à l'équipe. Et on va pouvoir leur donner des acteurs, des objectifs et des délais. Donc là, on va avoir l'acronyme SMART pour dire une action qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement définie. Donc là, on s'assure que nos actions, on va pouvoir se dire à la prochaine fois, on va pouvoir dire là, est-ce qu'on a bien atteint notre objectif ou pas? Dans notre délai qu'on s'est imparti, donc c'est le T temporellement défini, quelqu'un l'a bien suivi, elle est bien réaliste et c'était bien nous qui pouvions la faire. Ça, c'est un point très important. Ce qui est important de voir, c'est que ce n'est pas uniquement le Scrum Master qui va prendre ces actions-là et qui va les mettre en place. Il peut très bien le déléguer à quelqu'un de l'équipe. Ou quelqu'un de l'équipe peut très bien s'attribuer, une ou d'ailleurs plusieurs personnes de l'équipe peuvent très bien s'attribuer certaines des actions. Également, s'attribuer la mise en œuvre du plan d'action et le suivi du plan d'action. Au même titre que tout à l'heure, on demandait à l'équipe d'animer les rétrospectives, on peut très bien demander à l'équipe d'animer le plan d'action et le suivi du plan d'action. On pourra avoir par exemple un responsable du plan d'action qui va tourner régulièrement, qui s'approprie vraiment les actions, qui dit là, je m'engage sur cette itération à suivre que tout le monde fait bien les actions qu'on a définies ensemble en rétrospective. Ce qui est très important derrière, c'est aussi de suivre ce plan d'action. Donc, ce plan d'action, il doit être suivi pour pas qu'on oublie, des éléments, des actions qu'on avait prévu de faire et qui finalement ne sont jamais faites, ou alors on découvre à la fin, ah tiens, c'est vrai, on avait ça à faire. Il faut que ce soit visible par tout le monde également. Beaucoup de rétrospectives en fait perdent la motivation des gens, puisque tout ce qu'on dit à la rétrospective n'est pas suivi, personne ne sait où ça en est. Donc on a l'impression de dire des choses qui ne servent à rien, et au bout d'un moment on dit ce n'est plus la peine de dire quoi que ce soit, puisque ce n'est pas suivi. Donc le côté suivi du plan d'action est primordial. Je vais juste rajouter deux petits points sur le suivi. Donc typiquement, nos actions, on va les afficher sur notre whiteboard. Okay, en Scrum, on a notre beau tableau blanc avec nos post-it, etc. Affichons nos actions. Et le suivi, par exemple, on peut en parler pendant le stand-up meeting, la petite réunion tous les matins. On va regarder, ok, nos actions, est-ce qu'elles sont bien suivies? Est-ce qu'elles avancent ou est-ce qu'elles sont bloquées? Qu'est-ce qui se passe? Au même titre que nos autres tâches de travail, on a nos actions. Et donc voilà, il faut vraiment prendre cette habitude. Et comme le dit Pascal, d'éviter de, ok, on va faire plein de choses, et puis 2 semaines après, bon alors, c'en est où? Ah, j'ai pas eu le temps, ah, j'ai oublié, ah, on n'a rien fait. Il y a eu un gros bug, finalement, on a mis toutes les actions de côté, puisqu'on s'est concentré sur le bug à corriger, et là, on a un effet déceptif complet, et plus personne ne va pouvoir interagir là-dessus. Donc, un conseil qu'on vous donne aussi très fortement, c'est de commencer la rétrospective par le suivi du plan d'action. Ça, on va se dire, voilà, la dernière rétrospective, on s'était donné toutes ces actions-là, voilà où ça en est. Alors peut-être certaines, on ne les aura pas atteintes, il y a peut-être des raisons. Peut-être certaines, les actions auront été faites, par contre, le résultat escompté n'est pas là. On va pouvoir le mesurer, finalement, on a mis toutes les actions en place, et on n'a pas le résultat. Voilà, donc ça va être important comme base de discussion pour la suite. Et là, on va pouvoir dire à tout le monde, regardez, la rétrospective, ça sert aussi à ça. Là, on a le suivi des actions qu'on a entamées, et voilà les résultats qu'on a eus. Ils sont peut-être pas à la hauteur de ce qu'on a escompté, il y a des points positifs, mesurons-les, c'est grâce à la rétrospective qu'on l'a eu. Il y a des points qui ne sont pas si positifs que ça. Voilà, peut-être qu'on s'est trompé dans notre analyse, et les choses qu'on a proposées, les actions qu'on a voulu mettre en place, n'étaient peut-être pas les bonnes. Donc reposons-nous la question maintenant, comment pouvons-nous trouver les bonnes actions à mettre en place? Et là, typiquement, c'est la mise en place du PDCA, la roue de Deming que l'on a vu tout à l'heure. On en est totalement là. On est dans la phase check et act. Okay, on va regarder les actions, on regarde si elles ont porté leur fruit ou pas, et on en tire les conclusions, et on repart sur une autre rétrospective. Alors, donc on l'a dit, la rétrospective, c'est une manière de mettre en place de l'amélioration continue. Mais ce n'est pas la seule manière de mettre en place de l'amélioration continue. Il y en a bien d'autres et qui sont aussi très intéressantes à regarder. Par exemple, généralement, notre équipe, elle n'est pas toute seule dans une organisation. Il y a d'autres choses qui se passent autour. Et il y a des améliorations qui sont à réfléchir au niveau de l'équipe, mais au niveau d'un service, au niveau d'un département, au niveau d'une entreprise. Donc on peut aussi organiser des rétrospectives plus vastes, plus grandes. Okay, et puis, idem, généralement, en Scrum, on va se focaliser sur la rétrospective de l'équipe de développement. Il n'y a pas que l'équipe de développement sur le projet.
les user stories chapeautés par un product owner sont créés par une équipe de MOA. Ils ont tout intérêt à faire eux aussi des rétrospectives sur leur process de travail. D'accord? Donc voilà, on peut mettre en place la notion de rétrospective ailleurs et transverse entre plusieurs équipes. Okay? Et puis on peut aussi mettre en place des communautés d'intérêt, des partages de bonnes pratiques pour mettre en place des retours d'expérience. Moi j'ai eu l'occasion dans une grande banque de mettre en place tous les mois des réunions. Donc on proposait une thématique, on trouvait un speaker qui venait parler de « Ok, ça se passe très bien dans mon contexte ». Il y avait des gens de plein d'autres équipes qui venaient. Donc la présentation durait un quart d'heure, 20 minutes. Et après, on avait 40 minutes d'échange, de confrontation d'idées. Et chaque personne pouvait repartir avec des choses à mettre en place dans son équipe. Ça pouvait être sur des sujets très très techniques. Typiquement, on en avait organisé un sur un retour d'expérience sur le premier projet en HTML5 qui avait été fait dans cette banque. Ou ça peut être sur des problèmes très organisationnels, comme, comme toutes les équipes là-bas, j'ai une partie de mon équipe de dev qui est en Inde. Moi, mes relations avec cette équipe indienne se passent très très bien, on a un très bon suivi. Voilà ce qu'on a mis en place pour que ça arrive. Voilà, donc sur tout un tas de niveaux. Donc vraiment, ne vous améliorez pas tout seul dans votre coin, vous avez des bonnes idées, partagez-les, et les autres ont des bonnes idées à vous proposer aussi. Donc ça marche vraiment très très bien. Et le retour sur investissement est très rapide sur ce genre de pratique-là. Conclusion. Donc, alors effectivement, l'amélioration continue, donc on a fait une légère ouverture sur d'autres pratiques. La base dans nos projets agiles, le début de l'amélioration continue, ça reste la rétrospective. D'accord? Donc il faut vraiment se baser dessus. Le bénéfice que l'on peut en tirer est très très fort, le coût est très faible. Une réunion d'1 heure pour une équipe sur une itération, c'est vraiment pas grand-chose. Ça peut d'ailleurs, alors j'ai mis ça en place il n'y a pas très longtemps dans une équipe, ils n'étaient pas très très chauds au départ pour la rétrospective parce que ça va nous coûter très cher, on ne voit pas bien l'intérêt. Ok, je vous dégage du temps pour. Comment? Eh bien, j'ai mis en place des DSM. Votre réunion de synchro du vendredi que vous y avez avec toute l'équipe, elle ne sert plus à rien. Ok, on a trouvé du temps pour faire notre rétrospective, allons-y. Et maintenant, c'est bon, on les a mis en place et les gens sont convaincus. Donc le coût, il est vraiment très faible et les bénéfices, on les voit très 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 rapidement. Donc le ROI, la rétrospective, il est immédiat. Et donc il faut réussir à rester dynamique. Et donc on l'a vu, on l'a dit, c'est grâce au dynamisme qu'on va vraiment faire émerger les idées intéressantes. Et pour conclure sur la conclusion, faire un petit peu d'autopromotion. Donc au sein de SOAT, on a développé un jeu pour parler de l'amélioration continue. Donc ça s'appelle le Kaizen Game. Alors, pourquoi Kaizen? Kaizen, c'est comme ça que l'on dit amélioration continue en japonais. Et voilà, beaucoup de choses ont été théorisées sur le sujet au Japon. Enfin, tout le mouvement amélioration continue vient plus ou moins de là, entre autres chez Toyota, etc. Et donc l'idée de ce jeu, c'est on gère un restaurant, on a un certain nombre de couverts à faire. En théorie, ça devrait bien se passer vu nos process actuels, sauf qu'il y a plein d'événements qui vont arriver et qui vont perturber notre manière de fonctionner. Et si on ne met pas en place des plans correctifs et des plans d'amélioration, on ne s'en sortira pas. Voilà. Alors, l'intérêt de ce jeu, en fait, c'est de servir de base de discussion. Donc l'intérêt de ce jeu, c'est vraiment de pouvoir entamer la discussion sur le sujet. Et puis derrière, bien évidemment, on recolle au... Désolé, vous arrivez pile à la fin. Non, donc, on va la refaire, non? Ah, oui, on recommence alors, très bien, on referme la porte. Exactement. Donc voilà, l'idée après, c'est qu'on peut discuter concrètement. Ok, très bien, alors maintenant, dans le monde réel de votre entreprise, qu'est-ce que tout ça veut dire et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place concrètement? Et donc, autopromo bis, on peut, si vous le souhaitez, si vous avez envie d'organiser ce type de discussion avec vos managers, vos DSI ou que sais-je, on peut venir animer ce type de session chez vous pour susciter la discussion sur l'amélioration continue.